Bonjour à tous, je vous propose qu'on commence. Anne-Sophie est arrivée et on va pouvoir commencer. On est en petit comité aujourd'hui, je vois beaucoup de têtes connues. Je ne vais pas vous refaire le topo de ce que c'est que le 139. Je pense que beaucoup d'entre vous commencent à bien connaître. Peut-être juste préciser qu'on a quand même et ça va faire le lien avec Anne-Sophie, on a un dispositif, un programme au 139 qui s'appelle la résidence, qui est un dispositif d'incubation, d'accompagnement des porteurs de projets sur le territoire engagés dans l'économie sociale et solidaire. On a 10 résidents à qui on met à disposition des espaces équipés dans le centre-ville du Havre, à côté de la brasserie Payette, et qui, sur une période d'un an renouvelable, peuvent développer dans des conditions optimales leur projet. Alors Anne-Sophie, tu n'es pas résidente, tu n'as pas été résidente du 139. Non, ça n'existait pas encore. Exactement, mais je pense qu'à l'époque, ça aurait vraiment pu rentrer complètement dans les cases de ton projet. Et donc sans transition, je te propose qu'on attaque. Tu es donc Anne-Sophie, cofondatrice de Hipli, qui est une entreprise havraise qui s'est donnée pour mission de révolutionner l'emballage du e-commerce. Rien que ça, grâce à une solution très simple, comme d'habitude, c'est les plus simples qui sont les plus intelligents, une solution simple et ambitieuse, le colis réutilisable. Déjà, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Merci. Puisque si j'ai bien compris, tu avais ce matin déjà des rendez-vous importants et que tu cours un peu à droite à gauche. Oui, mais voilà, en vélo, hyper rapide. Excellent. Alors peut-être pour commencer, pour entrer dans le vif du sujet, savoir de quoi on parle, est-ce que tu peux nous dire concrètement c'est quoi Hipli et ensuite on va aller un petit peu plus loin. Oui, tout à fait. Alors, révolutionner, c'est vrai que dit comme ça et quand on l'entend, on se dit waouh, les filles, elles étaient un peu tarées. Non, après, je pense qu'on a commencé plus humblement et on s'est pas rendu compte au départ aussi de la mission et du bâton pèlerin qu'il nous faudrait. Donc, tu l'as dit, je suis cofondatrice d'Hipli qu'on a lancé il y a 5 ans avec Léa. Moi, pour ma part, je venais du monde des achats, où donc, j'étais acheteur au sein du groupe Carlsberg, donc bière, rien à voir, et j'achetais des objets publicitaires, donc rien à voir non plus. Et Léa, elle, travaillait dans la data et l'intelligence artificielle, donc rien à voir non plus sur le papier. Mais, et tu commençais par parler du 139 et des espaces collaboratifs, d'avoir déjà un endroit pour travailler, et puis surtout aussi derrière, pour rencontrer du monde, puisque c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Léa. Alors, elle a une à côté de la Galerne, mais en travaillant pour nos entreprises respectives, en fait, on a commencé à discuter et puis à travailler côte à côte pendant un an. Et un jour, elle vient me voir, elle me dit, je suis jeune maman, on était aussi à des phases de vie toutes les deux un peu similaires. Je commande en ligne des marques responsables qui s'engagent. Et en fait, je passe mon temps là à recevoir des cartons trop grands, c'est suremballé. Et puis en plus, je remplis ma poubelle jaune. Et sauf que, en fait, ils passent pas assez souvent. Ma poubelle, elle déborde. Dans le fond, les cartons, ils pourraient être réutilisés. Mais moi, j'en ai pas besoin. Je suis pas dans une phase aussi où je vends, par exemple, sur du Vinted et ainsi de suite. Je vais pas aller faire du porte-à-porte chez mes voisins en disant, vous avez pas besoin d'un carton? Parce que tout le monde, en fait, en a trop. Et donc, elle commence à en parler autour d'elle. Et elle me dit, donc, je pense que d'un point de vue data, donc elle a pris son prisme à elle, on pourrait faire qu'un carton, on développe une application, qu'on puisse le suivre et qu'on puisse encourager le réemploi. J'ai vu avec la Poste, on pourrait les faire revenir par courrier et tout. Mais j'ai juste un souci, c'est que faire un colis, je ne sais pas du tout par où le prendre. Je dis, alors, dans ce que tu viens de m'expliquer, moi, c'est le plus simple. Et donc, c'est comme ça que... C'est plus simple parce que c'était plus ton domaine. Métier, en fait, voilà, de rendre... vu que j'étais acheteur marketing, justement, moi, mon métier, c'était d'avoir des gens du marketing qui venaient, qui me disaient... Je veux faire, par exemple, un nouveau verre pour la marque Grimbergen, qui est un de mes derniers gros projets, et de dire, voilà, il veut un phénix qui ressort, que machin et tout. On va voir, on va mettre tout ça sur papier, on va voir avec une usine, et puis on va rendre ça réel. Et moi, c'était mon métier depuis 10 ans, et donc je lui dis ça, globalement, je vois comment le prendre. Et donc, c'est là où on est parti sur un colis réutilisable, donc vraiment la partie physique, et la partie numérique, qui était d'avoir une application, un logiciel qui permette de suivre les colis. Et donc de lancer un colis réemployable, d'ailleurs, on dit plus réutilisable depuis quelques semaines. Et pour quelle raison? Alors, le
c'est l'État en fait, qui a tranché sur un terme commun. Et donc, on parle beaucoup de réemploi, réemploi, réemploi. Et donc, maintenant, il y a une distinction qui est faite entre la réutilisation. Donc, par exemple, vous prenez nos colis et vous en faites des pochons pour garder vos chaussettes. Dans ce cas-là, vous le réutilisez. Mais en fait, vous changez son usage. Si vous le réutilisez comme un nouvel emballage d'expédition, donc vous gardez le même usage, dans ce cas-là, on parle de réemploi, puisqu'on garde sa fonction première. On va changer le titre. Et ben, on nous a demandé de changer, sauf qu'on a 1 million de colis et on leur a dit, il est hors de question que pour vos questions de terminologie, on jette 1 million de colis. On est quand même à la base là pour éviter les déchets, donc on ne va pas s'amuser à tout jeter. Mais par contre, les nouveaux seront marqués colis réemployables, donc on va gérer la transition. Et même dans les pitchs, il faut s'habituer à changer le terme. Absolument. Donc ça, c'était le point de départ, l'idée originelle que vous avez eue il y a 5 ans. À quoi ressemblait le tout premier prototype de votre colis réemployable? J'aurais pu te prendre le premier. J'ai pris quand même avec la fermeture éclair. Alors, ils étaient beiges au départ. Mais dès le départ, on est parti sur des formats souples parce qu'on s'est dit, déjà, il faut bien commencer quelque part. On est aussi dans des boucles circulaires. Donc, si on commence avec trop de produits et que ça ne fonctionne pas, on va se retrouver à jeter, donc à faire du déchet, ce qu'on essaie d'éviter. Commençons petit. Et donc, on a été voir tout simplement les transporteurs. On leur a dit c'est quoi les tailles les plus envoyées et quelles sont les fonctionnalités qui sont attendues. Et on s'est aperçu que 60% des colis qui sont aujourd'hui envoyés en France ne sont pas fragiles, donc n'ont pas besoin d'être protégés. Donc, on s'est dit on va commencer par ça. Un colis souple qui n'est pas du carton. Non. Et qui est comme une sorte de pochette, hein, c'est ça? Exactement. Ça, c'était un des premiers que vous avez, enfin, le premier modèle que vous avez sorti? Effectivement, c'est sa version itérée. On a notamment travaillé sur la couleur, parce qu'après, on s'est dit, OK, moi, c'est pareil, je suis acheteur, je sais faire un colis, mais sur base d'une analyse de besoins, et les besoins, il faut qu'on me les donne. Donc, on a été voir les transporteurs, on a été voir les logisticiens, on leur a demandé, pour vous, c'est quoi un bon emballage? Et on a été voir les marques pour leur dire, pour vous, marque, c'est quoi un bon emballage d'un point de vue expérience client et quelle serait la couleur, en fait, aussi qui vous plairait, les systèmes de fermeture et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, on les interrogeait, au fur et à mesure qu'on avançait. Donc, on avait 21 marques et logisticiens qui nous ont accompagnés pendant les 9 mois de développement. Et la première couleur qui a été choisie, c'était le beige, parce que c'était une couleur neutre. Donc, à la base, ce n'était pas pour imiter le carton, ce n'était pas du tout le sujet. C'est qu'on avait des marques très, très féminines comme très masculines. Et en fait, il fallait un aspect de neutralité. Et le beige a été tranché et on est depuis repassé au noir. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment ça marche? Où est-ce qu'on met l'adresse? Là, on voit qu'il y a une petite pochette qui est attachée à l'intérieur pour vraiment déjà comprendre vraiment comment ça fonctionne, cet objet que vous avez inventé. On est parti de l'inspiration du kawaii. C'est un kawaii, on a dit à notre designer. Alors, on voudrait un kawaii qui se plie proprement. Alors, c'est le moment de la démo à une main. Alors, si on repart dans sa formule emballage, colis, donc on se retrouve avec une enveloppe, celle-ci qui se ferme avec une fermeture éclair. On a décliné après les systèmes de fermeture. Et donc, le e-commerçant va venir utiliser cet emballage, mettre le produit à l'intérieur de l'emballage, fermer la fermeture éclair. Et sur ces versions-là, il y a un petit collier de serrage qui permet en fait de sécuriser et d'avoir un témoin d'ouverture du colis. Et après, ils vont venir poser une étiquette, donc la coller sur l'emballage directement sur cette face-là. Le particulier, aujourd'hui, sur ces solutions de plastique notamment, on demande que ça soit un choix. Donc de ne pas imposer l'emballage réemployable, tout simplement, puisque sur cette version-là, on a fait mesurer l'impact. On est parti d'une idée de consommatrice, donc avant on s'est dit que les fausses bonnes idées, il y en a quand même plein sur le marché. On va faire mesurer notre histoire, et en fait, on a moins d'impact qu'un carton dès la deuxième utilisation. Et donc ça veut dire qu'il faut que ce soit réutilisé. Et le problème, en tout cas, on est au début d'une aventure. Quand on s'est lancé, il y avait une entreprise qui existait en Finlande, et c'est tout. Donc, c'était le début du colis réemployable. Donc, on se dit, le temps que ça devienne un standard, que tout le monde sache ce que c'est, il va falloir qu'il y ait du temps.
Et pour ça, il faut laisser le choix en fait aux personnes. Et ceux qui n'en veulent pas ne doivent pas en recevoir. Il faut vraiment ça être assez clair là-dessus. On se prive des volumes, on se prive de ventes. Mais en même temps, d'un point de vue impact environnemental, il faut qu'on soit fidèle avec nous-mêmes. Donc, le particulier choisit lors de son achat en ligne. Ça lui coûte plus cher? Alors, sur ces discounts, par exemple, c'est gratuit, qui est aujourd'hui un de nos plus gros partenaires. Il y a certaines marques qui font payer en fait la différence avec l'emballage jetable. Donc, ils vont faire participer entre 50 centimes et 1 euro, plus la TVA. La 1%, ils nous embêtent dans ces cas-là, mais non, mais effectivement, voilà, on est à peu près au maximum à 1 euro de participation qui peut être demandée par le e-commerce. Donc le client reçoit, s'il l'a choisi, son colis dans cet emballage avec une étiquette à son nom. Exactement. Il récupère son produit. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Et donc, il va avoir 3 possibilités. Donc ça, on l'accompagne aussi, le QR code a pour but donc, de suivre le colis tout au long de sa vie. Mais c'est aussi une application web. Donc en tant que particulier, si vous le flashez avec votre smartphone, pas besoin d'application, rien besoin d'installer. Donc, on va vous expliquer comment réutiliser, réemployer votre colis. Donc, le premier, c'est l'article ne vous convient pas. C'est quand même assez pratique de pouvoir le remettre dans son emballage. Il y a un deuxième collier de serrage qui est à l'intérieur. Vous refermez, vous renvoyez. La deuxième possibilité, c'est vous le réutilisez pour votre propre usage. Donc aujourd'hui, il y a un tiers des acheteurs en ligne qui sont également vendeurs. Donc vendeurs sur Vinted, Le Bon Coin, ou juste vous voulez faire un cadeau ou un envoi à votre famille, vos amis qui habitent loin. Vous réutilisez le colis. Le principal, c'est qu'il bouge dans l'emballage. Et la dernière possibilité, donc ça va être quand même 2 tiers des cas, donc c'est pas neutre. Vous n'en avez pas besoin. Dans ce cas-là, nous, ce qui est impératif, c'est qu'il faut qu'on cache votre adresse. Et donc, pour ça, vous allez sortir la petite pochette. Je te laisse faire la démo, Renata. Télématin, non, téléachat. Téléachat, totalement. Vous allez sortir la petite pochette qui est déjà donc préaffranchie avec l'adresse donc, de notre centre de reconditionnement qui est à l'entrée du Havre. Et vous allez pouvoir replier l'emballage. À l'intérieur. Exactement. Je pose et en plus... J'ai compris le côté kawaii. Voilà. Et l'idée, c'est d'être propre. Et il ne reste plus qu'à le glisser dans la boîte aux lettres. Exactement. Soit vous, ici, c'est le facteur passe. En fait, c'est déjà préaffranchi. Donc, soit vous le donnez à l'entrée de votre entreprise ou dans n'importe quelle boîte aux lettres, boîte jaune. Et ça revient. Chez vous? Chez notre reconditionnaire. Donc, on travaille avec un partenaire qui va les nettoyer. En fait, on a développé donc justement tout un process pour décoller, parce que ce qu'on appelle nettoyer, c'est décoller l'étiquette de transport qui est au départ. Donc, nous, on fait le mouvement inverse. On va les ouvrir. Et donc, on a développé des éco-substituts de produits parce qu'il ne faut surtout pas d'eau d'un point de vue impact environnemental. Il ne faut surtout pas trop de chaleur. Donc, il faut faire attention à chaque... Dans les analyses d'impact, justement, on prend tout en compte. Donc, on s'améliore au fur et à mesure. Et donc, on va le remettre en fait, dans cet état-là. Et il va repartir chez le prochain e-commerçant qu'on a besoin. Ce qui est intéressant, c'est que c'est mutuel. En fait. Et la manipulation peut se faire combien de fois sur un colis comme celui-là? Alors, sur ceux-là, on a les premiers là qui ont passé. Donc, ils ont été testés, nous, et développés pour faire 100 réutilisations. Et on a les premiers qui ont passé leur 125e vie. Là. Donc, alors, dans des boucles plutôt fermées, donc des allers-retours rapides. Parce qu'en fait, on voit qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus long à faire des tours que ce qu'on pensait au départ. Mais dans des cercles où c'est les mains de mamie, je ne sais pas si vous connaissez, mais ils envoient des plottes de laine à des grands-mères qui tricotent et qui leur renvoient les pulls. Donc, c'est un de nos premiers partenaires. Et donc, mine de rien, ça tricote vite. Et puis, ça fait maintenant 3 ans qu'ils font tourner en fait, des colis qui sont toujours les mêmes depuis le départ. Et donc, en fait, ils font des allers-retours et on a vu qu'ils fonctionnaient très bien. Aujourd'hui, ceux qui reviennent en mauvais état, c'est on dit de la maltraitance humaine parce qu'il ont été, il y a un trou de cigarette, ils ont été arrachés, ils ont été mis à coups de cutter. Et donc, même si on laisse le choix, parfois, des fois, il y a quand même un peu de maltraitance et d'apprentissage aussi. Il faut aussi... Si on reste sur la partie très concrète et très opérationnelle, là on parle des petits colis, c'était un peu le premier usage. Est-ce que vous avez des solutions pour des plus gros colis d'une part et pour des colis plus fragiles? Alors, exactement. Le point, c'est que donc maintenant on a 4 tailles comme celui-ci. Le plus gros fait 50 par 70, donc ça commence à être un beau bébé. Notre
contrainte sur ce flux-là, c'est le retour postal, parce qu'en fait, il faut qu'il se replie dans un format lettre, et une lettre ne doit pas dépasser 3 cm d'épaisseur. Non, je suis hyper balèze en format postal. Le cahier des charges, je commence à le maîtriser à fond. Donc ça, c'était notre première contrainte. Et puis après, on a développé aussi des formats de boîtes qui se replient. Mais on ne peut pas aller plus gros qu'une boîte à chaussures, parce qu'encore une fois, on a une contrainte de retour postal. Et rapidement, en fait, si on la replie trop, on devient très épais. Et donc, on ne rentre pas vers la poste. Et c'est là, en fait, tout le virage du pli et de se dire, c'est quoi vraiment notre métier? Est-ce que vraiment, c'est juste de faire des colis ou de s'assurer qu'on arrive à aller développer des solutions d'emballage réemployable sur des plus grosses tailles et qui peuvent rentrer aussi différemment. Alors, vraiment, ça, c'est un flux qui va chez le particulier et qui rentre par la poste. Et en fait, il y a plein de choses à imaginer sur ce secteur. Alors pour que ça se diffuse, j'imagine qu'il faut avoir des partenaires. Là, tu as évoqué le partenaire qui s'occupe de du reconditionnement. reconditionnement. Je sais pas qui son nom. Mais il y a aussi les diffuseurs, les plateformes de commerce, Cdiscount. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous êtes sur Amazon, par exemple? Quelle est la stratégie ou comment ça se passe justement avec ces partenaires qui semblent essentiels pour pouvoir développer cette solution? Oui, tout à fait. Alors, donc, sur la partie e-commerce, on a été effectivement retenu l'année dernière par Amazon, qui a lancé un accélérateur de solutions économie circulaire. Donc, moi, je suis obligée de dire Amazon Sustainability Accelerator. Il faut tout dire. Very good, very good. Non, mais personne n'ira dire à Amazon que j'ai mis les mots dans le mauvais ordre. Non, mais et ce qui était intéressant, c'est aussi de voir qu'ils ont fait un tour du marché. Donc, quand il y a 5 ans, on était les deuxièmes, là, ils ont interrogé 80 initiatives au niveau européen. Donc, on voit que le marché de l'emballage réemployable est en train d'exploser. Ce qui est une bonne nouvelle, parce qu'on n'a pas parlé de taille de marché, de chiffres, mais rien que sur le e-commerce, l'année dernière en France, c'était 1,7 milliard de colis qui ont été envoyés, rien que sur la France. Et on est à 8,4 milliards de colis envoyés en Europe. C'est un marché qui croît chaque année de 10%. Oui, j'ai entendu à la radio ce matin, il y a une étude Amazon qui est sortie où apparemment 60% des personnes interrogées utilisaient au moins une fois par mois des achats en ligne, faisaient au moins une fois par mois des achats en ligne. En fait, les quantités sont énormes et se développent de plus en plus. Quand nous, on a commencé, donc on était en fin 2019, on avait les chiffres pour 2018, on était à 550 millions de colis envoyés en France et on se disait déjà, oh, mais c'est énorme. Et là, non, 1,7 milliard. Et là, on fait, ça fait que 5 ans qu'on s'est lancé, quoi. À cette vitesse-là, où est-ce qu'on en est dans 10 ans Et en même temps, si on reprend, nous, notre prisme environnemental, il n'y a pas une bonne réponse. En fait, c'est ça aussi qui est assez difficile à faire comprendre. Il n'y a pas un bon emballage, il n'y a pas un bon usage, il n'y a pas un bon achat, parce que ça dépend énormément d'où on habite. Est-ce qu'on prend sa voiture, son vélo, on y va à pied pour faire ses courses, qu'est-ce qu'on achète? En fait, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que chacun, on peut faire dire tout et son contraire à tous les chiffres. Et donc, nous, on se dit, Ipli, aujourd'hui, on a développé une compétence qui est de penser un emballage réemployable et après de trouver les bons partenaires, comme tu le disais, pour produire ces emballages. On a énormément travaillé aussi sur le sujet du retour de ces emballages. Pour le e-commerce, c'est vrai que la boîte de rue est hyper pratique. On est en train de lancer aussi des sujets avec les points relais pour dire si vous allez chercher votre commande en point relais, vous le laissez sur place, en fait. Des sujets aussi de... On l'ouvre sur place et on le laisse sur place. Exactement. En fait, soit vous le ramenez, soit vous le laissez sur place. On regardait les poubelles devant les points relais, notamment les gros colis. En fait, les poubelles, elles débordent devant les points relais parce que les gens, si vous avez juste un tote bag, vous n'avez qu'une envie, c'est d'éclater ce gros carton et de prendre ce qu'il y a à l'intérieur et vous laisser l'emballage sur place. Pas le remonter chez soi, l'ouvrir chez soi pour le redescendre. C'est ça. Puis une fois qu'on est chez soi, on se dit, je fais quoi de ce carton en fait? Et donc, il y a déjà, et notamment sur du gros volume, et ça répond à notre contrainte qui était de dire aujourd'hui, on est limité en taille d'emballage parce qu'il faut qu'on rentre par la boîte aux lettres. En fait, prenons le prisme, retournons le problème, il faut qu'on rentre différemment. Donc à ce moment-là, il faut qu'on rentre peut-être par des points relais, qu'on rentre aussi via des transporteurs, notamment quand on vous livre de l'électroménager, des vélos. On a beaucoup de sujets en ce moment sur le vélo. De livrer un vélo cargo
en centre-ville à une famille et de dire « Je vous laisse votre emballage, la palette a fait 2,10 m, le carton qui va avec, ciao, bye bye ». En fait, là, on se dit, d'une, en termes de taille de déchets, de quantité de poids, c'est énorme. L'expérience client en tant que particulier, on se dit « Mais qu'est-ce que je vais faire de ça ?» Déjà, si j'ai une voiture, il faut que je rentre dans ma voiture, que j'aille en centre de recyclage parce qu'en fait, je ne peux pas abandonner la palette là. Et en fait, le transporteur, il est venu chez vous. Si tout se replie bien, en fait, s'il le remet dans un coin, les emballages, en plus, ils coûtent super cher. Donc, en fait, même pour l'entreprise, elle a tout intérêt à le récupérer. Donc, c'est de repenser, selon les typologies d'emballage, comment on le fait revenir. Et ça, en fait, nous, on a tellement travaillé dessus qu'on a plein d'idées et on peut accompagner des catégories de e-commerçants. Et c'est là où on est en train de travailler sur des coalitions. Juste avant, je disais, j'étais un peu en retard parce que j'étais avec la direction générale des entreprises qui s'intéresse au sujet. Et c'est chouette, après 5 ans avoir pris, voilà. Il y a une charte pour un e-commerce plus responsable qui a été signée en mars. Mais qui dit e-commerce dit pas que les petits colis. En fait, le e-commerce, c'est aussi sur de l'électroménager, c'est aussi sur du gros colis. Et donc, comment on peut rassembler tous les acteurs ensemble et développer des boucles, en fait, l'emballage, la boucle des réemplois. Et puis après, notre force, c'est de pouvoir toujours avoir cette application, ce logiciel, qui va faire que les emballages, on va pouvoir les suivre et parler aux destinataires pour qu'ils sachent comment faire. 5 ans que ça existe et vous êtes toujours là. Quel est le modèle économique? Comment ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Quelles sont les perspectives? Est-ce que tu peux nous dresser un petit portrait justement de ce modèle pour qu'on voit comment ça marche tout ça? Ouais, c'est un vrai sujet, hein, parce que effectivement, nous aujourd'hui, notre business économique initial, c'est de vendre l'usage des colis. Et c'est là où, en fait, il faut à tout prix que nous, on arrive à faire cette bascule pour aller vendre plutôt à la fois de la prestation de services d'accompagnement et du logiciel. C'est que la problématique sur une petite entreprise comme la nôtre, alors voilà, maintenant, on est une dizaine, c'est déjà très bien au bout de 5 ans et tout ça, mais ça n'empêche qu'on n'a pas les reins assez solides pour... la difficulté, c'est que là, on a dû produire 1 million de colis à nos frais, en fait. Donc, bien sûr, les banques suivent parce qu'il y a plein de dispositifs d'innovation et d'innovation durable, économie circulaire et ainsi de suite, mais ça n'empêche qu'on est hyper endetté. Les investisseurs aussi sont intéressés, mais bon, l'économie circulaire, est-ce que la rentabilité, elle sera là? On ne sait pas trop. Puis, vu la conjoncture en ce moment, montrez-nous le chemin et puis on verra. Si ça marche, on vient, on investit chez vous. Ça ne fonctionne pas comme ça, normalement. Mais... Donc, on sent que tout le monde est hyper intéressé, mais en même temps assez frileux. Et donc, et puis nous, on est aussi dans la logique, on n'est pas... j'aime pas le terme start-up, par exemple, parce que ça fait très... on court après une valorisation d'un capital d'une entreprise. Nous, ce qu'on veut, c'est juste, on est une jeune entreprise en devenir et on vise la rentabilité comme toute entreprise saine avec un modèle économique sain. Par contre, il faut itérer, il faut le trouver. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a une trésorerie qui est immobilisée en stock avec des clients qui commandent au fur et à mesure du choix des particuliers. Donc ça, c'est aussi une grosse inconnue. C'est que même si Cdiscount, par exemple, propose sur son site de livrer en colis réutilisables, après, ça fait 4 ans officiellement qu'on est sur leur site, il n'y a que 16% des personnes qui le choisissent. Alors que c'est gratuit. Mais en fait, on commande vite, on ne voit pas, on ne sait pas. Derrière, il y a aussi peut-être la question de la promotion, comment on accompagne ça, Ouais, et ça, c'est de la répétition et c'est énormément d'argent. Et c'est là aussi où les partenaires sont importants, où l'État est important. Il y a aussi des éco-organismes donc, qui collectent les taxes sur les déchets, les éco-contributions. Et donc, c'est de dire, et aujourd'hui, moi, c'est mon principal rôle chez Hipli, sur la partie partenariat. En fait, il y a un sujet, bien sûr, commercial, de faire passer les e-commerçants et les entreprises au sens large à l'emballage réemployable. Mais il y a un vrai sujet aussi de s'entourer de partenaires sur la partie retour, sur la partie producteur, sur la partie distributeur et pouvoir public, et que tout le monde parle le même langage, emballage réemployable. Et là, ça fait passer à l'action. Aujourd'hui, et puis je pense, est vu comme un acteur de référence sur le domaine aussi parce qu'on est dans les pionniers et on fait bouger tout le monde. Après, c'est aussi à un moment, il faut
faut bomber le torse et dire non, je suis pas microscopique. Arrête, c'est pas parce que tu pèses 150 milliards et que tu es en train de fusionner avec je sais pas qui et tout, que moi, avec mes 9 collaborateurs et mes 500 000 euros de chiffre d'affaires, je suis toute petite. Non, 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 j'ai un savoir. Et c'est là où des fois, c'est Parce que le risque, merdé. c'est pas qu'un Cdiscount ou Amazon s'intéresse à cette solution et finalement décide de la faire directement en interne, non? Non, même Amazon. Amazon qui serait le plus à même de faire ça parce que leur métier, c'est du logiciel. Parce qu'aujourd'hui, le métier d'Ipli et la moitié de l'équipe, ce sont des développeurs informatiques qui développent le logiciel, l'application. Parce que tout l'enjeu, et l'enjeu aussi réglementaire, c'est qu'un emballage réemployable n'est considéré comme réemployable que s'il est recyclable en fin de vie. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est si on peut prouver pour chaque emballage les cycles de vie. Donc, là, sur le million de colis, nous, on sait, celui-là, c'est là le 8733. Si je regarde dans ma base de données, je sais tout ce qui lui est arrivé. Et après, ça, il faut qu'on agrège la donnée pour dire au e-commerçant, parce que ce colis-là, il a pu aller chez Cézanne, revenir, partir chez Cdiscount, revenir, partir chez l'anti moins cher. Donc, moi, j'ai une vue de tous mes colis et après, je donne une vue au e-commerçant par rapport à lui, ce qu'il a fait, parce qu'aujourd'hui, il y a des obligations de déclaration. Et ça, en fait, c'est un métier de logiciel et d'agrégation de la donnée. Donc, Amazon pourrait le faire. Le problème, c'est que dans ce cas-là, il faut s'interfacer avec lui, tous ses concurrents. Parce qu'en fait, il faut s'interfacer avec les plateformes de seconde main, parce que c'est comme ça qu'on voit aussi la réutilisation, avec les transporteurs. Mais Amazon a lancé sa société de transport, donc en ce moment, les transporteurs, ils ont besoin de lui, mais les relations ne sont pas hyper faciles, ça se tend un peu. Donc voilà, c'est comment ils ont besoin d'un tiers, en fait, qui fait les rouages. Et aujourd'hui, Ipli a vraiment cette position, même par rapport à nos concurrents qui vendent aujourd'hui, eux, de l'emballage. Nous, on est en train de se dire, on ne veut pas vendre de l'emballage. Voilà, encore une fois, d'un point de vue financier, je pense ça nécessite trop de cash et ce n'est pas notre métier. Par contre, on va s'allier avec, on va faire les annonces là, dans les prochaines semaines avec un des plus gros fabricants, alors là, cette fois de carton au monde, et avec le plus gros distributeur d'emballage européen. Et pour que eux, en fait, l'idée, c'est de se dire, eux, c'est leur métier, ils sont très bons, et nous, on fait notre métier de réemploi et d'agrégation de la donnée. Et ensemble, on va aller révolutionner le marché. donc, donc, si on parle de perspective, de développement, c'est vraiment à cet endroit-là. C'est plus, c'est alors pas d'abandonner, mais de laisser à des professionnels la question du colis, Oui. de l'objet, et vous d'être plus spécialiste sur la question du suivi et peut-être de l'expérience utilisateur aussi. Vous avez cette... Exactement. Et en fait, l'idée, c'est que Ipli, par contre, reste présent. Et d'ailleurs, on a demandé au distributeur s'il voulait faire une collection avec son logo, ses couleurs. Il a dit surtout pas. Pour nous, Ipli, c'est c'est l'image du réemploi. Et donc, l'idée, c'est de garder, bien sûr, Ipli visible pour qu'un particulier, peu importe si c'est un colis plastique, un gros carton pour son vélo, une box, un carton réemployable, dès qu'il va voir qu'il y a un logo Ipli, il y a un QR code, je sais exactement ce que je dois faire, je sais comment le renvoyer parce que c'est rentré dans un standard. Donc ça, on le garde. Et donc, Ipli garde cette image. Et nous, d'un point de vue nouveau positionnement justement sur cette partie logicielle, on a créé donc Horus by Ipli. L'idée, c'est un positionnement un peu différent et un nom différent pour justement les professionnels, les fabricants d'emballage et ainsi de suite, et de dire Ipli, non, c'est pas qu'une marque pour les particuliers, c'est un pan de notre activité, mais derrière, on est surtout un logiciel qu'on peut vendre indépendamment du colis. Et donc, c'est tout ce positionnement qu'on est en train de travailler, et ce qui nous rend un peu schizophrène en ce moment, des fois. Ipli, c'est un projet, une entreprise qui est basée au Havre. Vous vous êtes rencontrés à la Une, pas très loin d'ici. C'est beaucoup de H. Et ça fait beaucoup de H, exactement. Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours au Havre? Est-ce que c'est un atout d'être implanté au Havre? Est-ce que ça peut être handicapant à certains endroits? Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Ouais, c'est un vrai sujet. Mais après, le H de Ipli est vraiment le H du Havre. Je pense que ça faisait partie aussi de nos projets de vie. Et le reste, d'ailleurs. Le pli pour le e-commerce, à la base.
Et sauf que quand ça m'a réveillée la nuit, et je l'écris sur le tableau à la une, et je mets un petit E comme e-commerce, tiré, puis... Et elle parle, elle me regarde. Par contre, c'est hyper moche. C'est vrai, c'est moche. Elle me dit, mais j'aime bien, enfin, on aimait bien la sonorité, en fait. Et donc là, on a itéré, en fait, autant de la sonorité. Et puis à la base, on voulait mettre le L et le H. Et on s'est avoué vaincu, on a mis que le H, mais on est contente quand même d'avoir notre H du Havre. Et non, pour nous, le Havre, c'est... alors, c'était aussi un choix de vie, je pense, de se dire, l'une comme l'autre, on a été aux quatre coins de la France et du monde, a pu savoir où on habitait, ce qu'on faisait, où on était. Donc, c'était de retrouver aussi du sens et d'agir dans notre métier et en même temps d'être dans un endroit que nous, on aime profondément. Je pense qu'en étant parti, en plus, on l'aime encore plus et on a encore plus envie de rentrer pour nos enfants. Depuis le début d'Ipli, en plus, j'ai eu deux autres enfants. Donc, je me voilà avec mes 3 enfants. Et puis, Le Havre, dans ce cas-là, c'est quand même très, très chouette comme ville de pouvoir aussi se dire, en fait, d'une réunion à une autre, en vélo, ça se fait bien. On est arrivé aussi à un moment où il y a eu la Covid, puisqu'on a lancé octobre 2019 et résultat, moi, j'ai quitté Carlsberg fin février 2020. Sur le coup, je me suis dit, quand j'ai vu ça, mais bon, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et résultat, il y a eu tout ce qui s'est fait en distanciel. Il y a eu énormément de choses. Donc, ça aurait peut-être été différent. Notamment, on a fait plein de programmes d'accompagnement, d'incubateurs avec LVMH, avec La Poste et ainsi de suite, où normalement, physiquement, on devait déménager pendant 6 mois à Paris. Vu que c'était la Covid, personne ne nous a jamais fait déménager et on est resté tranquille. Puis maintenant, c'est plus un sujet. Au bout de 5 ans, ça aurait peut-être été un peu plus dur au début. Et encore. Ça a aussi de nombreux atouts dans l'écosystème. Est-ce que la ville est fière d'avoir dans ses murs un projet comme celui-là? Est-ce qu'elle le rend bien? Faut leur demander. Après, je pense que... alors, jusqu'à présent, on était très sur le e-commerce. Et Le Havre est quand même pas du tout une ville de e-commerce, c'est une ville de logistique. Effectivement, d'industrie, oui, mais pas de e-commerce. Là, depuis qu'on fait aussi le virage de dire notre logiciel, il fonctionne sur des emballages aussi industriels et logistiques plus larges, on a été reçus par tous les élus et on est en train de faire des projets avec le parc Éco-Normandie à Saint-Romain. Il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place parce qu'ils nous suivaient par fierté, je pense, et c'est toujours intéressant de voir une société qui innove sur le territoire. En plus, maintenant, on a rejoint la cité numérique, donc c'est aussi une fierté pour la CU de voir un projet innovant rejoindre le bâtiment qu'ils ont voulu innovant et numérique. Donc non, on se respecte. On se respecte. Et toi, à titre personnel, en tant qu'entrepreneuse engagée, parce que c'est quand même un projet très engagé et engageant, qu'est-ce qui te porte? Non, c'est pour savoir qu'est-ce qui te porte et qu'est-ce qui peut parfois te faire douter. Ce qui fait douter, des fois, je pense, on parlait de situation financière, c'est le temps. En fait, on se dit, est-ce qu'on va avoir le temps d'aller au bout de nos idées? Donc, c'est pour ça que c'est important de se réinventer. Après, moi, je suis arrivée tu parles d'entrepreneuse et je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui qui me définit. Quand on parle par contre de dirigeant et chef d'entreprise, je ne sais pas honnêtement si c'est mon profil à moi personnellement ou je suis plutôt créatrice de projets et d'interactions et sur les partenariats. Et j'adore créer cet écosystème et d'avoir réussi à tout à l'heure décrocher le rendez-vous avec la direction générale des entreprises. Moi, ça me rend dingue parce que je vois qu'on fait avancer le projet et d'avoir ce bâton en fait de pionnier et tout ça, c'est canon. Après, voilà, il y a la partie aussi entreprise, cadre, direction et tout ça où c'est un autre sujet, puis ça s'apprend au fur et à mesure, parce qu'en fait, il n'y a ni créer une entreprise pour les nuls. Franchement, il faut que quelqu'un l'écrive un jour. Si j'ai un peu de temps, je me porte volontaire, mais il y a plein de choses. On découvre au fur et à mesure, puis on dit, mais il n'y a personne qui peut faire un bouquin quand même. Ça, et puis après, devenir dirigeant, parce qu'en fait, c'est un autre métier. Et je pense que c'est aussi, quand on regarde l'écosystème, il y a beaucoup les fondateurs et après les dirigeants. C'est des questions et des découvertes. Merci beaucoup Anne-Sophie. Peut-être avant de conclure,
Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui, ici, ici. Je vais faire passer le micro. Bonjour, merci beaucoup pour cette rencontre. Moi, je vous connaissais un petit peu par Normandie Équitable notamment. J'ai 3 micro-questions, donc je vais essayer de faire des formulations courtes. La première, en écho à la dernière question, puisque on parlait du Havre. Est-ce que nous, en tant que Havrais, en quatrième possibilité de réexpédition, on va dire, on peut déposer directement auprès du reconditionneur en sortie du Havre. Je vois pas bien où il est précisément, mais est-ce que ça peut être une possibilité? Et est-ce que cette possibilité pourrait vous permettre, entre guillemets, de faire de petites économies sur les frais de réexpédition, puisque j'imagine que c'est la poste qui scanne et qui vous facture. La deuxième question, toujours par rapport au Havre, est-ce que à vos débuts, vous avez commencé par essayer de frapper aux portes des entreprises locales, des institutions, etc., pour leur faire découvrir, accepter, adopter le produit, pour ensuite vous développer au national ou à l'international avec les grandes enseignes que vous avez citées et celles que vous n'avez pas encore citées. Et la troisième question, justement par rapport au partenariat, puisque là, vous avez beaucoup développé le propos sur le e-commerce, mais est-ce que la solution est également utilisable ou serait également utilisable hors e-commerce, mais entre particuliers? Et à ce moment-là, est-ce qu'un partenariat est possible, envisageable, voire peut-être déjà dans les tuyaux avec la Poste, pour que quelqu'un comme moi qui ne pratique pas du tout le e-commerce puisse acheter directement l'enveloppe réemployable à la Poste, comme si on achetait une enveloppe papier à usage unique, pour permettre de faire ces courriers, soit avec des particuliers, famille, amis, avec un retour fois 200 fois, ou autre. Alors, très bonne question, merci beaucoup. La première sur le dépôt. Alors, le reconditionneur, il est après les stations Total. C'est vraiment dans une zone industrielle logistique. C'est pas facile de s'arrêter au passage. Et pour le coup, je sais, oui, ils doivent avoir une boîte aux lettres quand même, mais c'est vrai que c'est plutôt du gros entrepôt et tout. Donc, c'est pas fait pour. Par contre, on a essayé de faire avec justement la une, avec la minuterie, aussi la conciergerie, des points de dépôt, de pouvoir déposer directement dans des endroits au Havre ces colis. Le point, en fait, c'est que déjà, il faut que ce soit des Havrais qui commandaient, et il y en avait un tous les 4 matins. Et ça a demandé beaucoup d'efforts, en fait, de mise en place, à la fois pour les commerçants qui jouaient le jeu, et puis aussi nous, de penser, et puis de se dire, faut qu'on soit prévenu, à quel moment, comment on fait ça. Donc, c'est un sujet, en fait, on a mis de côté, tant qu'il n'y en a pas énormément, en fait, en circulation. Parce que mine de rien, 1 million d'usages répartis sur toute la France et tous les Français. Et là, on prend que les retours, ça fait pas beaucoup par point. Donc voilà, ça peut être des sujets plus tard, mais c'est vrai qu'on s'accrocherait plutôt au point relais notamment, qui ont des reverses qui existent. Après, le Havre est particulier, et donc on peut penser des choses, nous, de passer en fait, au passage, d'en récupérer. Voilà. Après, sur la partie, donc il y a la partie retour, il y avait le développement en début web. Alors, on s'est vite retrouvé confiné, donc c'est vrai qu'on a plutôt été tapé aux portes de LinkedIn, voilà, des marques. Et en fait, au Havre, sur du e-commerce textile, qui était le premier qu'on ciblait, il n'y a pas. En fait. Ou alors, on découvre maintenant certains qui font du t-shirt, par exemple, et ainsi de suite, et qu'on est en train d'aborder parce qu'on nous dit, en fait, vous avez pensé à un tel, on ne connaissait pas. Mais c'est vrai que c'est moins la cible havraise. Et après, d'aller parler avec les institutions et ainsi de suite, quand c'est ou d'autres fédérations, quand c'est des solutions qu'ils ne peuvent pas déployer, ils disent, c'est bien, mais on ne peut rien faire pour vous, en fait. Donc après, on prend assez souvent la parole ici, mais jusqu'à il y a quelques mois maintenant, il
il y avait peu de synergie possible parce qu'encore une fois, on était sur une verticale qui était très e-commerce et très textile encore plus. Maintenant, là, depuis qu'on a une solution plus ouverte, voilà, on voit qu'il y a plein de projets qui se mettent en place. Avec Synerzip, j'étais avec au Hangar Zéro pour grand chantier sur le BTP aussi. En fait, ça ouvre plein de perspectives. Et là, c'est génial au final d'avoir tout cet écosystème autour de nous. Et on est en train de voir que, mine de rien, d'avoir pris la parole et échangé depuis 5 ans, ça nous ouvre plus vite les portes parce que les gens savent d'où on vient en tout cas. Et troisième question, entre Sur la partie particuliers. particulier, c'est un vrai sujet avec La Poste et les autres distributeurs. Le point, c'est que mine de rien, le colis en tant que tel, même entre particuliers, il a un coût. Et aujourd'hui, le particulier est prêt principalement à réemployer des emballages existants, mais pas à payer cet emballage. En fait, il faudrait qu'on le commercialise 2 euros. 2 euros pièce. Pourtant, c'est ce que fait la Poste quand on va envoyer un Ouais, mais il y a un colis. affranchissement qui est dedans. Mais Nous, ce serait sans l'affranchissement. Parce ils mettent le coût de l'emballage quand même dedans, non? Ouais, et bien, alors, ils ont un coût du circuit postal et de la mise à disposition de la Poste et tout ça, qui est très cher pour l'emplacement et tout ça, c'est historiquement. Et en plus de ça, donc, ils veulent marger dessus sur ces produits-là. Et la plupart des produits, en fait, qu'on voit, il y a de l'affranchissement qui est inclus dedans. Sinon, c'est des solutions que eux, ils doivent acheter. Ils nous disent, tant que vous dépasserez 50 centimes à l'achat, c'est même pas la peine. Et en fait, nous, c'est pas notre coût de production. Donc, moi, je vais pas les vendre à perte. Donc, en fait, le business model, on le cherche. Et pour la partie particulier, c'est de se dire plutôt d'en avoir plus qui soient injectés via les e-commerçants classiques et via les plateformes de seconde main aussi, mis à disposition dans des points relais et ainsi de suite, et déjà réutilisés et qui soient récupérés gratuitement pour le particulier. On avait proposé des lots de 10 sur notre site internet pendant un peu plus d'1 an, on a fait ça. En fait, c'était principalement des petits professionnels qui nous les achetaient. Que des particuliers, parce qu'en fait, d'aller dépenser 25 ou 30 euros pour un lot de colis, oui, les gens de notre entourage l'ont fait une fois, parce qu'ils sont entiers. Après, ce qu'on va faire aussi, c'est que nous, dans le reconditionnement, et ça, il faut qu'on fasse, je pense, une OP, comme vous pourrez voir ici, il y en a plein qui sont pas en état de repartir, parce que quand on les envoie aux e-commerçants, il faut qu'ils soient comme neufs. On peut voir qu'ils ont des traces d'usure et ainsi de suite. Mais s'il y a une pochette qui est coupée, si des fois il y en a certains qui sont un peu trop destroy, je sais pas le bon mot, mais ils sont pas très très beaux. Et un peu comme les légumes moches, en fait, c'est pas pour autant qu'on on va les mettre au recyclage. En fait, ils peuvent vivre, notamment entre particuliers. Et donc on fait là en ce moment des bacs et des bacs de colis à donner pour Vinted. Apparemment là, nos familles et nos amis commencent à en avoir beaucoup. Et donc de se dire, on a commencé à ouvrir à la cité numérique, de dire à l'accueil, voilà, en fait on donne des colis, mais plutôt que d'aller nous les mettre au recyclage, ils peuvent resservir, notamment pour les particuliers. Donc allez-y, utilisez-les. Et ça fait en plus que des colis qui sont d'un point de visibilité. Et vous continuez à les suivre, à les traquer. S'ils sont, ouais. Et ils peuvent toujours revenir parce qu'ils ont toujours leur pochette de retour. C'est juste que si on envoie ça à un e-commerçant, si ça se retrouve chez Cézanne, il va nous dire ok, c'est du réutilisable, mais là, t'abuses. On les connaît quand même un peu. Il y a une question ici. Alors, en fait, j'en avais 2. La première, c'était concernant votre système. Il fonctionne uniquement avec la Poste française ou toutes les postes européennes? Est-ce que ça vous ouvre justement directement les portes à l'international ou pas? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, nous, on est très fort sur la France. On a un autre colis aussi qui a un retour postal dans 8 pays européens. C'est nous qui avons défini, parce que officiellement, il pourrait revenir partout dans le monde, sauf que de faire revenir un colis, même de Danemark. On va changer du Danemark en France. Dans ce cas-là, l'impact environnemental est plus bon. Donc, en fait, tous les pays frontaliers, par contre, ça fait sens de faire revenir les colis au Havre. C'est juste qu'on est sur un coût du timbre retour, où là, en France, on est à 53 centimes. On passe à 2,50 € pour le faire revenir de Belgique à la France. Donc là, on a un business model qui explose et on se retrouve avec un coût pour le e-commerçant qui est hyper cher. Donc là, notre approche, c'est d'aller négocier avec chacune des postes au niveau national
des prix spécifiques sur leurs réseaux nationaux. Donc, le premier avec qui on a réussi à le faire, c'est Bipost, la poste belge. On reste quand même plus cher que la France parce qu'ils sont... La France est vraiment le pays le plus mature sur la partie emballage réemployable. C'est eux qui avancent le plus vite. Et la loi européenne qui est en train d'arriver se colle en fait au modèle français. Pour une fois, on peut faire cocorico, mais on est plutôt en avance et on a une loi qui se colle à l'existant. C'est pareil, ils n'ont pas été tout réinventés, à part le terme. Voilà, on va les excuser. Puis en anglais, ça va, c'est reuse. Dans tous les cas, c'est facile. Mais donc voilà, l'Europe, c'est un vrai sujet. Et il y a une autre il y a une problématique qu'on travaille fort avec eux, c'est que le timbre, mine de rien, il est imprimé dessus et qu'aujourd'hui, les systèmes postaux sont tous un peu archaïques et qu'ils veulent tous leur petite étiquette. Vraiment, on ne peut pas mettre tout le monde. À un moment, il y a... Et donc, on travaille avec l'Union des postes européennes. Ça, c'est pareil, j'ai découvert des institutions. Et pour avoir, en fait, un timbre unique, peu importe d'où c'est en Europe, pour que ça revienne. Et puis, il ne faudrait pas que ça revienne à un endroit, mais que ça revienne au centre de nettoyage le plus proche. C'est en cours. Depuis 4 ans. Je ne perds pas espoir. Voilà, on y va doucement, essayer de leur prouver. Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est on nous dit, mettez des colis sur le marché. Et puis comme ça, une fois qu'on voit qu'il y en a plein, qu'il y a quelque chose à faire, on va vous proposer la solution. Ouais, mais sans la solution. Donc souvent, on n'attend pas. On détourne des solutions. Comme là, le thé, en fait. À la base, on a détourné le thé qui est pour les coupons d'assurance, ce qui nous coûtait extrêmement cher. Puis après, parce que dans le cahier des charges, il y a plein de flous. Nous, on s'est servi de tous les flous. Notamment, ils ne disent pas qu'une enveloppe doit être en papier ou carton. Ils nous ont dit, non, mais votre enveloppe, elle est en plastique. Montrez-nous dans votre cahier des charges, une enveloppe doit être en papier ou en carton. Ah ouais, c'est vrai. Ils nous ont dit, par contre, vous êtes au final un peu trop léger. On dit, bah oui, mais vous facturez au poids. Donc nous, on essaye d'être le plus léger possible. Ah oui, mais vous êtes tellement léger que ça vole dans les centres de distribution, en fait. Donc il faudrait être un peu plus lourd. D'accord, mais facturez plus au poids. Et donc, on a itéré comme ça. Et donc là, ils ont ouvert une offre maintenant dédiée au retour des emballages réutilisables. C'est pour ça qu'il y a une flèche, en fait, autour du thé. C'est une offre du service public maintenant de la Poste qui nous ont ouvert au bout de 2 ans de détournement d'une solution. Donc voilà, on essaye de faire pareil sur l'Europe et ainsi de suite. Mais la Poste française, apparemment, a agi mais à la vitesse de l'éclair en mettant 2 ans. Et tout le monde dans les postes européennes, ils sont tous sur les fesses de la vitesse de la Poste française. Bon, je dis rien après. Nous, on n'a pas la même taille d'organisation. Ouais. L'autre question que j'avais, c'est si j'ai bien compris, au fait, aujourd'hui, vous cherchez à vendre le stock de 1 million de colis que vous avez pour dégager du cash, pour investir à d'autres endroits du business qui sont nécessaires pour grandir, c'est ça? Oui, alors effectivement, il y a si on veut le vendre, mais pas n'importe comment. En fait, puisqu'aujourd'hui, dans le business model principal, tous les colis sont la propriété d'Ipli et nous, on vend l'usage au e-commerce. Donc, à chaque fois qu'il revient, c'est toujours notre propriété et donc on le revend au fur et à mesure. Si on se dit, on a besoin de cash, on en cède, là en ce moment, il doit y en avoir 200 ou 300 000 en stock. Allez, même, admettons, on en vend 200 000. Mais en fait, on va les vendre au prix qu'on les a achetés. Et encore, est-ce qu'on va vouloir... Parce qu'on les paye cher, parce qu'ils sont faits pour être réutilisés. Mais si on les vend comme de l'emballage à usage unique, d'une, on se trahit. Et de deux, on va récupérer du cash, mais à un instant T, et on va plus pouvoir vendre, et on va plus pouvoir servir nos clients qui, eux, ont quand même en avoir besoin, pas assez vite. Mais donc l'idée, c'est de se dire, ne plus reproduire, de faire tourner au maximum le stock existant pour faire tester des nouveaux e-commerçants et servir nos e-commerçants existants. Et de se dire, par contre, tous les prochains gros marchés et les gros marchés qu'on a, c'est comment on leur fait acheter eux-mêmes leur propre flotte que nous, on va venir opérer. Donc, c'est plutôt de dire les prochains colis qui arrivent, ne plus avoir, nous, besoin de les acheter et d'avoir trouvé le producteur qui porte ce stock et le distributeur. Merci. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Vous voulez? Bonjour. Je voulais savoir, en fait, quand on reçoit un colis Ipli, si on l'utilise et qu'on l'expédie, vous ne touchez absolument rien? Parce qu'en fait, puisqu'il est suivi, parce que forcément, on va acheter une étiquette retour, enfin envoi, en fait. Ouais. Est-ce que dans cette étiquette envoi, il y a une partie qui vous revient?
Alors, c'est Vous reviendrez parce que là, ouais, Mais qui là- nous revient. Non, mais qui nous parce que revient quand même. j'ai l'impression que ça revient pas. Non, alors, c'est un très bon point. C'était aussi pour pas complexifier les explications. Mais aujourd'hui, si vous réutilisez en achetant une étiquette de transport via notre application, effectivement, on a une part qui nous revient. Et pour vous, en fait, c'est de la négociation avec les transporteurs. Donc, pour vous, c'est le même prix que si vous l'achetez sur le site de Colissimo, de Relais Colis ou de Mondial Relais, qui sont les 3 transporteurs dont on propose les prestations de transport via notre scan. Donc, dans ce cas-là, oui. Par contre, si vous avez un timbre, parce que celui-là, par exemple, vous pouvez le timbrer. Les timbres rouges, résultat, non, j'arrête, je dérive trop. Non, mais on a des super collections de timbres. On a fait appel au club de philatélie du Havre pour savoir s'ils voulaient récupérer certains des timbres. Parce qu'on avait un client notamment qui timbrait à chaque fois avec les dernières collections et ainsi de suite. Qui sont oblitérés, si vous voulez. Mais c'est de l'anecdote. Mais donc chacun est libre du type d'étiquette qu'il va mettre dessus. Et si vous l'achetez en bureau de poste aujourd'hui, voilà, on peut pas contrôler. Par contre, on va suivre, notamment grâce au scan et au mouvement du colis. Là, le prochain modèle pour monétiser la réutilisation entre les particuliers, on travaille à s'interfacer avec les plateformes, donc notamment avec Le Bon Coin, eBay et Vinted, pour que si vous le réutilisez, par exemple, sur Vinted, vous n'ayez plus à imprimer votre étiquette de transport, qu'elle vienne directement en fait, dans le QR code, grâce à un lien entre votre compte Vinted et le colis que vous avez imprimé. Donc ça, techniquement, nous, on est prêts. Les plateformes sont prêtes. Maintenant, c'est les transporteurs où c'est un gros changement. À chaque fois, encore une fois, je vous dis, le bâton. On se dit, ah oui, en fait, c'était gros comme taille de modification, de changement. S'ils nous disent, mais comment on livre un colis sans étiquette? Mais en fait, aujourd'hui, la plupart, tout est fait grâce au QR code ou au code barre qui sont sur les étiquettes. Et tout est mis sur leur logiciel. Mais il y a quand même une conduite du changement parce qu'aujourd'hui, en habitude, on vérifie le nom de la personne avec l'adresse et ainsi de suite. Donc, c'est, encore une fois, du changement. Et donc, on nous dit, mettez des colis sur le marché, toujours pareil. Et puis, dans ce cas-là, on y sera. Mais on va y arriver. Et en ajoutant une valeur en fait, d'utilisation nouvelle, qui est de ne plus avoir à coller d'étiquette de transport, et ben en fait, l'emballage réemployable prend une autre dimension qui est plus que celle de l'impact, mais en fait, ça devient hyper pratique. Et ça, une fois qu'on va avoir lié l'impact environnemental avec le fait que ce soit pratique, ben on aura gagné. Merci Anne-Sophie. Maintenant qu'on a toutes les informations, qui veut devenir son associé? Pourquoi on n'a pas fait? On le saura à côté si vous voulez poser la question. Il est 13h30. Je vous propose qu'on aille déjeuner juste à côté. Merci beaucoup. C'était super intéressant, passionnant. Et bien évidemment, vous souhaite le meilleur dans cette aventure entrepreneuriale.